voulais vous proposer, c'est un retour d'expérience de producteurs et productrices bio du Puy-de-Dôme qui sont voilà, avec nous pour qu'ils vous parlent justement de leur ferme, de leurs pratiques et de comment ils mettent en place le cahier des charges bio sur leur ferme. Donc Virginie, qui est éleveuse à Messey, je vais te laisser la parole. Oui, merci. Virginie Védrine, donc je suis éleveuse en vaches salaires bio à Messey, en zone montagne, à 800 mètres d'altitude. Je suis en double activité, je suis naturopathe également, donc très tournée vers la nature. Mes vaches, donc je les ai converties en bio en 2016. Je me suis installée en 2014 et mon débouché, ça va être du veau salaire bio qui est vendu avant l'âge de 8 mois. Donc quand les veaux partent de chez moi, ils vont directement à l'abattoir et la destination, ça va être du steak haché de veau bio ou de la blanquette pour les collectivités et les restaurants d'entreprise. Donc j'ai eu effectivement la période de conversion, puisque quand je me suis installée, du coup, la personne qui était là avant moi était en conventionnel. Et j'ai hésité quand même pendant 2 ans. C'est pour ça que je l'ai fait qu'en 2016, pour des questionnements plutôt sur le débouché. Après, pas pour mes pratiques, parce que mes pratiques, elles sont très au-delà de ce qui est demandé dans le cahier des charges bio. Je vais vous en parler un tout petit peu. Voilà. Donc j'ai choisi la race vache salaire parce que c'est une race qui est adaptée à l'environnement pour chez moi, c'est-à-dire qu'en zone montagne, on a des hivers qui sont très longs et des étés courts. Donc j'avais besoin d'une vache rustique qui s'adapte à beaucoup de choses et qui est aussi très autonome dans l'élevage de ses veaux et dans les mises bas. Parce que j'ai un système d'élevage dans lequel mes vaches sont en plein air intégral. Ça veut dire qu'elles ne rentrent jamais en bâtiment et elles sont sur la terre tout le temps. Alors, ça peut avoir une contrainte en hiver quand il y a de la neige et qu'il fait très froid, mais c'est une vache de montagne. C'est aussi pour ça que je les ai choisies. Parce que je suis partie de l'idée, c'est mon idée, qu'un animal de 500 ou 600 kilos, on l'a mis en bâtiment parce que ça nous arrange, nous, pour des questions de production, mais que sa vie au naturel, c'est plutôt dehors. Et comme je suis naturopathe, moi, je suis un peu dans les extrêmes des bio, hein, voilà. Donc mon idée, c'est d'avoir une intervention minimum auprès du troupeau. Ça veut dire que mes vaches, elles sont mises en contention dans des parcs de contention extérieurs juste 1 ou 2 fois par an parce qu'on a une prophylaxie, c'est-à-dire une prise de sang obligatoire pour contrôler tout un tas de choses, des maladies, etc. Pour le sevrage des veaux, et c'est tout. Voilà, donc je ne les caresse pas, je ne les contrains pas. Elles vivent le plus possible au naturel. Ça leur permet aussi au niveau de l'alimentation de pouvoir se gérer comme elles ont envie. C'est-à-dire que les animaux, ils ont un cycle de vie qui est réglé beaucoup sur les saisons et la lumière du soleil, qui fait qu'elles mangent à certaines heures, elles dorment à certaines heures, et quand on les observe, on se rend compte que c'est vraiment comme ça et que ça varie selon les saisons. Donc moi, je ne leur impose pas de dire, voilà, bah, je les nourris le matin à 8 heures et le soir à 18 heures. Elles mangent ce qu'elles veulent, quand elles veulent. Donc les vaches, c'est des animaux qui ruminent. Ça veut dire qu'il y a aussi de longues périodes dans la journée où elles sont couchées tranquillement en train de ruminer. Mais voilà, l'idée, moi, c'est que je les observe beaucoup, que je donne un petit coup de main quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais que dans la mesure du possible, j'essaye de faire tout le nécessaire justement pour renforcer leur constitution de base et leur immunité de manière à ne pas avoir à intervenir. Le système que j'ai choisi me fait dire que j'ai peut-être pas tort d'aller dans ce sens-là parce que sur une installation qui a été faite en 2014, j'ai pas eu de frais de vétérinaire jusqu'en 2021. Ça veut dire 7 ans sans jamais voir un veto chez moi. Donc ça, c'est une satisfaction pour moi parce que ça veut dire que j'ai des animaux qui sont pas malades et financièrement, c'est intéressant aussi d'éviter d'avoir ce genre de choses. Après, au niveau des résultats, ça reste très correct. J'ai des rendements sur l'herbe qui sont normaux. J'ai des veaux, quand ils sont vendus, qui ont des poids très honorables. Je n'apporte pas non plus de compléments au niveau de l'alimentation de l'extérieur. Donc, je n'achète pas de fourrage à l'extérieur, pas de compléments, pas d'aliments, pas de choses comme ça. La seule chose que j'apporte de temps en temps, quand on a une qualité de fourrage qui est insuffisante, comme c'est le cas cette année, parce que l'année dernière, le fourrage a été ramassé tardivement à cause d'une météo très pluvieuse. Donc, c'est des oligo-éléments. Donc, comme je suis naturopathe, j'essaye d'appliquer à mes vaches ce que j'ai appris par ailleurs pour l'être humain.
Ça veut dire que je travaille beaucoup sur les équilibres vitamines, minéraux et oligo-éléments, beaucoup sur la biodiversité végétale, considérant que c'est ça qui fait qu'on renforce la constitution et l'immunité des animaux. Et la nôtre aussi dans l'absolu, mais là en l'occurrence notre sujet c'est les vaches. Après, je voulais vous parler aussi d'un dispositif un peu spécifique que j'ai chez moi parce que sur mes terres, j'ai beaucoup de zones humides. Donc les zones humides en agricole, il y a beaucoup de producteurs, notamment en élevage, qui les voient comme un inconvénient parce qu'elles demandent à être traitées d'une manière spécifique. Donc les zones humides, c'est tout ce qui va être les rases, les mares, les sources qui émergent de terre. Voilà, donc c'est contraignant parce qu'on n'a pas le droit de travailler autour, parce qu'il faut protéger la biodiversité. Voilà, dans ce sens-là, c'est contraignant, mais moi, je le vois plutôt comme un avantage pour les périodes de sécheresse. Il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure. Le fait d'avoir des zones humides chez moi, ça me permet d'être autonome en fourrage et en alimentation totalement, même quand on est en année de sécheresse. Ça veut dire qu'une année normale, au niveau météo, mes vaches sont nourries avec de l'herbe jusqu'au 15 décembre ou fin décembre quand on n'a pas de neige. Et après, elles passent au foin en janvier, février, mars, parce que là, tout a gelé, donc il n'y a plus d'herbe dans les prés. Et une année où il y a sécheresse, je vais passer au foin, on va dire, autour du 15-30 octobre, alors que la plupart de mes copains, de mes voisins agriculteurs vont y être, on va dire, à partir de juillet-août. Donc, je préserve beaucoup les zones humides. Donc, sur mes zones humides, j'ai fait un projet avec le CEN, Conservatoire des espaces naturels, la communauté de communes et le lycée agricole de Rochefort-Montagne. Donc, ils sont venus faire un dossier d'études chez moi. Donc, le CEN a répertorié la flore et la faune des zones humides. Ensuite, on a décidé tous ensemble des meilleurs dispositifs à mettre en place pour protéger les zones humides. Ça veut dire qu'on a mis, par exemple, des passages à gué pour que les animaux ne traversent le cours d'eau et n'aillent s'abreuver qu'à un certain endroit et ne piétinent pas tous les abords des zones humides. Et donc pour le lycée agricole, donc eux, ils ont participé à la mise en place des travaux et l'intérêt pour eux, c'est que le chantier sert d'outil pédagogique et éducatif et que moi, la contrepartie, c'est que je leur donne toutes les informations pour que eux, ils puissent un jour, s'ils s'installent, avoir vu plein de manières de faire et à un moment donné, faire leur propre choix quand ils seront installés, s'ils s'installent, voilà. Je crois que je vous ai dit pas mal de choses. Si vous avez des questions, je vous écoute. C'était plus par rapport au mode de vente. Ouais. Vous faites comment vous valorisez vos produits? Donc en fait, moi je vends les veaux avant l'âge de 8 mois pour qu'ils puissent être vendus en veau de boucherie bio. On a un âge limite de vente qui est 8 mois, donc tous les animaux sont identifiés avec des cartons à la naissance. Donc si on dépasse de 8 mois et un jour, c'est cuit parce que tout est contrôlé. Donc moi j'ai un grossiste en fait qui vient chercher les veaux chez moi, en général le matin entre 10h et midi, et les veaux ils partent directement à l'abattoir, ils sont abattus le jour même l'après-midi, ce qui fait qu'ils n'ont pas le stress du sevrage. Parce que quand on les sépare de la mère au niveau émotionnel et puis au niveau alimentation, parce que la privation du lait pour eux c'est quand même, ça peut être des fois un peu compliqué. Donc ils n'ont pas ça et ils sont abattus le jour même. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui. Et sinon, est-ce que vous pensez vous orienter vers tout ce qui est restauration au domicile ou pas? Alors moi, en fait, je commercialise pas en direct, hein, c'est-à-dire que c'est le grossiste à qui je vends les veaux, qui prend les veaux chez moi, qui les amène à l'abattoir, et moi, on me paye l'animal vivant au départ de chez moi, mais après, c'est pas moi qui gère le débouché pour savoir où va la viande de mes veaux. D'accord. Vous avez dit que vous n'avez pas eu besoin des services vétérinaires pendant 7 ans, même pour les mises à mort? Jamais, non. Alors D'accord. là, il y a plusieurs choses autour de ça. Il y a le choix de la race
salaire, qui est une race qui est très autonome dans la façon de faire naître le veau et d'élever le veau. Ça veut dire que au départ, quand les veaux sont tout petits, c'est des vaches qui n'aiment pas trop qu'on aille voir les veaux. Elles sont très protectrices, donc elles peuvent nous charger. Et elles ont des bassins souvent très larges qui fait qu'elles sont autonomes pour faire naître leurs veaux, en sachant que parfois il y a des éleveurs qui sur des vaches salaires vont croiser avec un taureau charolais pour avoir des veaux plus gros en viande. Et ça, moi, je le fais pas. Je mets un taureau salaire pur, donc j'ai des petits veaux qui sont salaires purs. L'inconvénient, c'est qu'à la vente, mes veaux sont moins charpentés, moins gros que des veaux croisés charolais. Par contre, l'avantage, c'est que 100% du temps, les vaches font le veau toutes seules. Si ce n'était pas le cas, pour moi, ça serait une grosse contrainte et ça serait difficile à gérer parce que je suis en plein air intégral et que s'il faut donner de l'aide à la mère pour faire naître le veau, à une vache qui peut vous charger quand elle est en train de le faire, ça devient vite très compliqué. Du coup, j'ai choisi de rester en salaire pur pour toutes ces raisons. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Virginie. S'il n'y a pas une dernière question peut-être? Oui, c'était par rapport au mâle. Du coup, vous laissez naturellement vos vaches se reproduire avec le mâle dans le champ. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Elles ont donc en élevage, on gère beaucoup tout ce qui est la génétique, c'est-à-dire que quand un taureau a eu des filles et si on les garde sur l'élevage, en deuxième génération, il faut soit changer le taureau, soit se séparer des petites femelles et en racheter d'autres pour pas croiser la génétique avec le père. Et effectivement, du coup, moi j'ai un taureau qui est en permanence avec le troupeau, ce qui veut dire que les vaches ressaillissent de manière naturelle quand elles sont prêtes à le faire. Donc D'accord. souvent, c'est 1 mois ou 2 mois après la naissance du petit veau. Donc en gros, on a un petit veau qui naît par an, sachant que la vache porte 9 mois. Et ça fonctionne pas trop mal, c'est-à-dire que j'arrive quand même à garder les vélages groupés malgré le fait de leur laisser la liberté. C'est pour ça que j'ai pas envie de changer de système en fait. Ok, très bien. Merci. Et vous avez eu une conversion en bio ou vous y étiez dès le début? Enfin, c'était une reprise familiale, c'est passé comment au début? Alors j'ai repris l'exploitation du coup en 2014 derrière quelqu'un qui était en conventionnel. Pendant 2 ans, j'ai commencé un peu mon exploitation comme je le sentais, c'est-à-dire que j'étais déjà très au-delà de la bio. Moi, sur mes terrains, j'apporte strictement rien par un tout petit peu de carbonate, on va dire une fois tous les 2 ou 3 ans, et juste le caca des vaches qui sont en train de manger, c'est tout. Et puis donc en 2016, je me suis dit, bah, autant se faire labelliser, puisque de toute façon, je sais que je réponds déjà largement, même très au-delà au cahier des charges. Et donc, je suis rentrée dans le système. Après, moi, mon exploitation est petite. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ma certification me coûte 500 € par an. Mais ça peut aller très, très, très au-delà. 500 €, c'est le forfait, mais minimum du minimum qui est appliqué par les contrôleurs extérieurs. Et donc, j'ai eu une période de conversion de 2 ans. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant la période de conversion, en fait, les agriculteurs, ils ont les contraintes du cahier des charges du label qui est visé, en n'ayant pas encore le droit de commercialiser sous le label. Parce que quand on commercialise sous label, nos produits sont vendus plus cher, ce qui est normal, parce que souvent on a des rendements qui sont quand même inférieurs ou des résultats en quantité inférieure. Et donc, pendant cette période de conversion, ben, on est aidé certaines fois par les aides PAC notamment, parce que ça nous aide à passer le cap, si vous voulez, d'une période où on a les contraintes au niveau de la production avec ben, moins d'animaux ou des rendements qui baissent, par exemple, et pas encore forcément la possibilité de commercialiser sous le label puisqu'on ne l'a pas encore. Et par rapport à la certification bio, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent pour des producteurs qui réfléchissent à est-ce que je me convertis ou pas. Voilà, le prix de la certification bio revient souvent. Alors après, il est important de savoir qu'il y a des aides qui existent pour payer justement ce coût de certification auprès de l'organisme certificateur. Il y a notamment des aides du département sur les 3 premières années de conversion, et puis aussi un crédit d'impôt à la bio qui là est valable pour tous les producteurs, toutes les fermes. Et le crédit d'impôt est de 4 500 € pour les fermes bio. Donc voilà, pour une certification qui est autour de 500 €, ce crédit d'impôt permet largement de couvrir les coûts de la certification. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le savoir et malheureusement, tous les producteurs qui réfléchissent à une conversion ne sont pas forcément informés de ces aides-là.
Et du coup, vos coûts de production, ils doivent pas être très élevés si ils se nourrissent naturellement, qu'il n'y a pas forcément des coûts de vétérinaire. Non, alors c'est ça l'objectif en fait, c'est que les coûts de production soient les plus bas possibles. Donc effectivement, pas d'aliments, pas d'achat d'alimentation, même de foin à l'extérieur. Même je suis en excès, je vends du foin un peu tous les ans. Par contre, pour arriver à ça, il faut que je sois en autonomie alimentaire totale, il faut que j'ai une bonne diversité végétale pour renforcer l'immunité des vaches, il faut que je puisse les garder à l'herbe le plus longtemps possible. Et ça m'impose d'avoir un faible chargement à l'hectare. Le chargement, c'est le nombre de vaches, en sachant qu'il y a une vache adulte, c'est 1, une génisse, ça va être un peu moins. Enfin voilà, on a des systèmes pour calculer le chargement. Donc ça m'impose d'avoir un chargement qui est beaucoup plus faible que ce qu'on peut avoir en conventionnel. Ça veut dire que je vends aussi moins de veaux parce que j'ai moins de vaches mères, parce que j'ai un chargement plus faible. Mais j'ai trouvé mon équilibre quand même dans ce système. Ok. Eh bien, merci beaucoup Virginie pour cette présentation.